Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous plongeons en immersion dans le monde fascinant des structures vivantes. Aujourd'hui, nous allons explorer une structure aussi minuscule qu'extraordinaire. J'ai nommé la cellule vivante observée sous un microscope électronique. Cette technologie a bien sûr révolutionné notre compréhension des cellules, permettant d'observer des détails incroyablement fins à l'œil nu. La cellule a été découverte au XVIIe siècle par Robert Hooke et c'est bien grâce au microscope électronique inventé dans les années 1930 que la vraie nature de ces petites unités qui constituent la base de toute vie animale a été révélée. Plus tard, au XIXe siècle, les scientifiques Matthias Schleiden et Theodor Schwann ont développé la théorie cellulaire, affirmant que toutes les formes de vie sont composées de cellules et que la cellule est l'unité fondamentale de la vie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la schématisation d'une cellule animale. Alors, reste jusqu'à la fin pour ce voyage schématique dans l'infiniment petit. Et si ce genre de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Et surtout, signaler en commentaire si tu veux d'autres contenus de ce style. Passons maintenant à la schématisation et l'étude de 7 parties majeures de la cellule animale. Commençons par la membrane plasmique. Premièrement décrite en 1895, elle fut confirmée dans sa structure actuelle en mosaïque fluide grâce aux avancées de la microscopie électronique dans les années 50. C'est une double couche lipidique mesurant environ 5 à 10 nanomètres d'épaisseur, composée principalement de molécules appelées phospholipides, de protéines intégrées et de cholestérol. La membrane plasmique, encore appelée membrane cytoplasmique, a pour fonction de réguler les échanges entre l'intérieur de la cellule et son environnement extérieur. Sa structure dynamique en mosaïque fluide, comme je disais tout à l'heure, permet la communication cellulaire, la reconnaissance des signaux externes et le transport actif des substances. Actuellement, les recherches sur la membrane plasmique ont influencé le développement de nanotechnologies, notamment pour la livraison ciblée des médicaments. À l'intérieur de la membrane plasmique se trouve un cytoplasme, lui-même constitué par une phase liquide, le hyaloplasme et les structures entourées d'une ou plusieurs membranes, ce qui permet de créer des compartiments distincts avec des conditions chimiques spécifiques, comme le pH, la concentration en ions, etc. On appelle ces structures organiques cellulaires. Le deuxième élément à schématiser est le noyau cellulaire. Observé pour la première fois par Robert Brown en 1831, le noyau est une grande structure sphérique, généralement située au centre de la cellule. Je précise bien généralement parce qu'il y a des cas particuliers. Il mesure environ 6 micromètres de diamètre. Le noyau cellulaire observé en microscopie électronique révèle plusieurs structures essentielles. Nous avons ici l'enveloppe nucléaire, une double membrane qui entoure le noyau séparant le matériel génétique du cytoplasme. Cette enveloppe présente des pores nucléaires permettant les échanges entre le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur de l'enveloppe nucléaire se trouve le nucléoplasme, un liquide visqueux contenant des enzymes et d'autres molécules nécessaires à ce qu'on appelle la transcription et la réplication de l'ADN, qui est le matériel génétique de la cellule. Bien sûr, on a la chromatine, qui est formée d'ADN associé à des molécules protéiques appelées histones. Et la chromatine est connue pour être de deux types. On a le chromatine, qui est la forme décondensée de la chromatine. Et l'hétérochromatine, qui est la forme condensée de la chromatine. La forme décondensée est active et la forme condensée est inactive. À l'intérieur du noyau, on observe aussi le nucléole.
une région dense en une molécule appelée acide ribonucléique ou ARN, ainsi que des protéines, et cette partie est responsable de la synthèse des ribosomes. Il peut être plus ou moins visible selon l'activité cellulaire. La littérature scientifique affirme que le noyau contient l'acide désoxyribonucléique ou ADN qui code pour toutes les protéines de la cellule. C'est le siège de l'information génétique et le noyau est aussi connu pour être le centre de la croissance, de la reproduction et de la réparation de la cellule. L'ADN est capable de se condenser en chromosomes lors de la division cellulaire. Actuellement, l'étude du noyau a conduit à des avancées en génie génétique, y compris la thérapie génique et les techniques d'édition d'ADN, comme la technique CRISPR-Cas9. Le troisième organe à schématiser est la mitochondrie. Les mitochondries sont découvertes en 1890 et mieux comprises vers les années 50 avec la microscopie électronique. Ce sont des organes allongés, comme tu peux le voir, mesurant environ 0,5 à 1 micromètre, avec une double membrane et la membrane interne constituant ce qu'on appelle des crêtes. Les mitochondries sont connues sous le nom de centrale énergétique de la cellule car elles produisent une molécule appelée ATP, adénosine triphosphate. Cette molécule est la principale source d'énergie et elle est produite via un processus biochimique appelé respiration cellulaire. Les études actuelles menées sur les mitochondries ont permis des avancées en bioénergie et dans la recherche sur le vieillissement cellulaire et les maladies mitochondriales. Ensuite, nous avons notre organite appelé réticulum endoplasmique. Cette structure a été découverte en 1945. Il existe deux types, le réticulum rugueux et le réticulum lisse. Concernant le réticulum endoplasmique rugueux, il provient d'une continuité structurelle avec l'enveloppe du noyau. Plus précisément, des régions de la membrane se prolongent, comme je schématise, dans le cytoplasme pour former des citernes du réticulum endoplasmique rugueux. L'aspect rugueux est dû aux structures appelées ribosomes. Ces ribosomes que j'indique ici sont des structures impliquées dans la synthèse des protéines, principalement des protéines qui sont destinées à la sécrétion ou à l'insertion dans les membranes. Les ribosomes se lient au réticulum endoplasmique par des récepteurs membranaires bien spécifiques. Ceci dit, le réticulum rugueux joue un rôle essentiel dans la production des protéines. Après leur synthèse, ces protéines sont modifiées à l'intérieur du réticulum puis transportées vers un autre organe que j'avais schématisé tout à l'heure appelé appareil de Golgi pour d'autres modifications et leur acheminement vers leur destination finale. Le réticulum lisse que je schématise ici est aussi un ensemble de citernes particulièrement impliquées dans la synthèse des lipides et la détoxification du corps des substances nocives. Les recherches actuelles menées sur le réticulum endoplasmique aident à développer des biotechnologies liées à la production des protéines comme les hormones ou les vaccins. Passons maintenant à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi que je schématise est découvert en 1898 par le médecin et biologiste italien Camillo Golgi. C'est une structure clé chez les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui possèdent un noyau. Sa découverte fut d'ailleurs controversée pendant longtemps en raison de la difficulté à reproduire ces observations. Mais l'importance de cet organisme fut finalement reconnu après l'avènement du microscope électronique. L'appareil de Golgi se compose, comme on peut le voir, d'un ensemble de sacs membraneux aplatis appelés citernes, organisés en piles. Ces piles sont souvent associées à des vésicules périphériques que j'indique ici. Chaque pile de citerne présente une polarité, un côté cis orienté naturellement vers le réticulum endoplasmique et un côté trans orienté vers la membrane plasmique. Les protéines et les lipides provenant du réticulum endoplasmique entrent par le côté cis
sont modifiés dans les citernes de l'appareil de Golgi, puis sont triés et exportés via le côté trans vers leur destination finale. L'une des fonctions principales de l'appareil de Golgi, d'après la littérature scientifique, est la modification, le tri et l'emballage des protéines et des lipides destinés à être sécrétés, destinés à être insérés dans la membrane plasmique ou transportés vers les organes internes comme les lysosomes. L'appareil de Golgi joue également un rôle important dans la formation des vésicules de sécrétion et la production d'organites appelés lysosomes. Passons maintenant aux lysosomes. Ce sont des petits organites découverts par Christian de Douve en 1955. Ils mesurent environ 0,1 à 1,2 micromètres et sont remplis d'enzymes digestives. Ceci dit, leur fonction est de décomposer les déchets cellulaires et de recycler les composants utiles. Ils agissent ainsi comme des centres de recyclage intracellulaires. Les recherches actuelles sur les lysosomes ont permis de mieux comprendre les maladies lysosomales et ont contribué à des thérapies pour ces maladies. On va terminer avec la 7e partie majeure qui est le cytosquelette. Cette structure a été découverte progressivement à partir des années 1900 avec l'observation des microtubules, des filaments intermédiaires et des microfilaments. Ceci dit, le cytosquelette est constitué de 3 principaux filaments. Ces filaments maintiennent la forme cellulaire et participent aussi au mouvement cellulaire. Allant dans le même sens, on a le centrosome qui est une structure spécifique à la cellule animale et essentielle dans l'organisation du cytosquelette et dans la division cellulaire. Il contient une paire de centrioles que je schématise là, qui sont 2 cylindres disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre. Chaque centriole est composé en réalité de 9 triplets de microtubules disposés en cercle. Contrairement à certains autres organites, le centrosome n'est pas entouré par une membrane. Je profite aussi pour dire que c'est le cas des ribosomes. Le cytosquelette aide à maintenir la forme de la cellule. Il facilite la division cellulaire et permet les mouvements des organes à l'intérieur de la cellule. Le centrosome est le principal centre organisateur des microtubules dans la cellule animale. Il contrôle l'assemblage et la disposition des microtubules qui sont des composants essentiels du cytosquelette, participant à la forme cellulaire, au transport cellulaire et à la mobilité des organites. Pendant la méiose, le centrosome se duplique pour former 2 pôles de fusion mitotique qu'on appelle microtubules et ces derniers vont s'étendre depuis les centrosomes vers les chromosomes afin d'assurer leur séparation correcte lors de la division cellulaire. Les recherches actuelles menées sur le cytosquelette ont influencé les domaines tels que la nanomédecine et la robotique moléculaire. Voilà pour notre voyage à travers la cellule animale vue au microscope électronique. De la membrane plasmique au lysosome, en passant par le noyau et les mitochondries, chaque composant joue un rôle crucial dans la vie de la cellule. C'est incroyable de penser que toutes ces structures minuscules puissent collaborer ensemble pour maintenir l'équilibre et la santé de notre corps. Si tu as aimé cette façon de plonger dans l'univers cellulaire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et n'oubliez pas de laisser le fameux pouce bleu si vous avez appris quelque chose de nouveau. À très bientôt pour une nouvelle description schématique.